Joyeux réveil sur Guérita TV Moda. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission matinale sur le leader de Web TV. Et nous démarrons donc comme de coutume, vous le savez si bien, avec la revue des titres. La revue des titres avec Fauzia Assefou. Elle est déjà sur ce plateau, Fauzia Assefou. Bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouinou, et bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Et comme je viens juste de l'annoncer, la revue des titres, c'est bel et bien avec vous. C'est exact, et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérite d'Akonaboué qui affiche en sa manchette présidentielle 2026 au Bénin, Toussaint Kofi Kakpo, Wadaï Talata, le choix d'une vision prospective, pas d'une personne. Encore un autre titre à la une de votre journal La Guérite, opinion de Christelle Hundongo Alioza, la constance, facteur de noblesse, de confiance et de leadership durable. Et puis carnet noir, Bruno Didavi, membre du comité exécutif de la FBF, n'est plus. Adjache News à présent. Candidature du parti Les Démocrates pour la présidentielle 2026, Éric Rounete, un profil d'expérience. Un autre titre, Éducation au Bénin, le magazine L'heure du bilan, le MOMP de 2016 à nos jours lancé. Ce document dresse un bilan des réformes dans le secteur depuis 2016. Le ministre Saliman Karimou distingué par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs. Présidentielle 2026 au Bénin, les démocrates entament la phase d'entretien avec les prétendants à la candidature. Une étape décisive dans le choix du duo candidat. Nous poursuivons toujours avec Adjache News. Conférence mondiale sur le terrorisme, le député Edmond Agua à Istanbul, en Turquie. Département de l'OME, la nomination des chefs de village et de quartier du parti FCBE actée. Opinion plurielle à présent. Festival départemental du sport féminin, Issa Jamal donne le ton dans le plateau. La nation à présent. Séjour des étrangers, une nouvelle réglementation en vigueur. Nous passons à présent au Soleil Bénin Info, mise en route du Parti travailliste du Bénin, l'écho sonore du peuple béninois. Le routier, effervescence politique autour du choix de Wadaï pour la présidentielle. Comment sauvegarder la dynamique unitaire après les législatives et communales, s'interroge le canard. L'emblème du jour, adhésion collective à l'UP Le Renouveau, les mouvements Obérali Djogbinou. Le pays émergent, séisme à la Fédération béninoise de football, Bruno Actu Didavi a ravalé son acte de naissance, une énorme perte pour le football béninois, les condoléances de la FBF et du président des requins, Boko Athanase. Le télégramme s'installe à présent. Duo des démocrates à la présidentielle 2026, un pasteur, 2 avocats et plusieurs députés sur la liste des 34 à la candidature. Voici l'identité des 34 candidats. Pas de candidature féminine. Ronbo à présent, élection présidentielle 2026, d'après Sossou Implore Boniyaï a renoncé à la désignation du duo de l'opposition. Le leader du jour, pléthore de candidatures chez les démocrates, 34 prétendants pour un seul ticket présidentiel. Bénin intelligent, cours constitutionnel, bataille juridique sur l'autoparrainage. Visa Info, deuil dans le football béninois, Bruno Actu Didavi a tiré sa révérence. La boussole à présent, positionnement sur les listes, le choix cornélien des partis politiques. Le patriote, présidentielle 2026, les propos de Dakwe Sossou qui pénalisent son candidat. On retrouve à présent fraternité. Ensablement et raréfaction de poissons, les pêcheurs du lac Aémé en difficulté. Les 4 vérités, Madame Christelle Hundongo Alioza à propos du candidat de la mouvance Wadaï Talata, le bon duo de la République. L'événement précis, adhésion politique en prélude aux élections générales 2026, Wadaï gagne du terrain, des mouvements Olivier Boucault se rallient à l'UPR. Le potentiel, braquage dans les collines, savait un homme se fait dévaliser, les braqueurs le jettent dans un puits.
Et pour définitivement terminer avec la revue des titres ce matin, Latifat Kowe, nous allons passer une fois encore en revue les différents titres parus à la manchette du quotidien La Guérite. En sa manchette, on peut lire « Présidentielle 2026 au Bénin », Toussaint Kofi Kakpo, Wada Italata, le choix d'une vision prospective, pas d'une personne. Opinion de Christelle Hundonubo Alioza, la constance, facteur de noblesse, de confiance et de leadership durable. Et pour terminer, Carnet noir, Bruno Didavi, membre du comité exécutif de la FBF, n'est plus. Une revue des titres bien riche qui laisse à présent place, mesdames et messieurs, au bulletin d'information de ce matin. Nous démarrons ce bulletin d'information par une note en brève. La première audience dans l'affaire de corruption impliquant le président du parti Le Libéral, Richard Boni-Orou, et 2 cadres du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique s'ouvre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET durant ce mois d'octobre 2025. Incarcéré depuis le 22 mai 2025 pour une affaire de corruption d'agents publics lors de la procédure d'obtention du récépissé du parti Le Libéral, Richard Boni-Orou et les 2 fonctionnaires de l'État n'ont pas encore comparu pour une première audience. Rendons-nous à présent à Parakou. Les habitants de la cité des Kobourou vivent déjà le mardi juste après quelques jours de pluie. Et pour cause, plusieurs ouvrages de franchissement sont en passe de s'effondrer. Au quartier Banikani Rose Croaba Mora, c'est la psychose dans le rang des riverains qui doivent traverser le pont de Daman pour rallier leur domicile. L'ouvrage du franchissement est dans un état de dégradation et met les riverains dans l'incertitude. Suivons ensemble ce reportage réalisé par Anselme Orisha Modeste Adanzetor. À peine quelques pluies enregistrées dans la ville de Parakou, et les habitants de certains quartiers de la ville reprennent leur calvaire. À l'origine, la dégradation des ouvrages de franchissement leur permettant de rallier leur domicile. Dans le quartier Banikani Rose Croix Bamora, le pont de Daman est un exemple palpable. S'il y a la pluie, c'est un problème. Chaque année, on peut perdre au moins 2 ou 3 personnes. S'il y a la pluie, tu vas s'arrêter au moins 2 heures de temps ou 3 heures de temps avant de traverser. Si tu vas forcer, c'est un problème. Donc tu dois attendre, forcer. Nous tous qu'on est dans les quartiers, on est dans le souci maintenant. Voilà les élèves. S'il y a cours à 7h ou à 6h qui vont aller se présenter à l'école, c'est impossible. Les enfants n'arrivent pas. Nous-mêmes, quand on est les ouvriers, les professeurs, directeurs qui sont dans le quartier, on est obligé d'attendre quand l'eau a fini avant de traverser. Et il y a les enfants qui dorment en ville. Il faut passer la pluie qui vient de commencer, les sables qu'ils ont ramassés. L'eau a porté tout. On est venu, c'est comme s'il n'y avait rien là. L'eau est tout emporté. Lorsqu'il pleut, on ne peut pas passer. C'est impossible de passer parce que tout est plein. Donc ce qui fait ça emporter derrière quelques personnes et tout le monde a peur. Donc lorsqu'on a cours les matins comme ça à 7h et on n'arrive pas au cours vite à 7h comme ça, on fait des interrogations, nous manquons les cours. Ce qui fait qu'on obtient souvent la note 0. On ne peut pas se justifier. C'est comme on utilise ces arguments pour mentir alors que nous sommes vraiment ici en souci. Parce que lorsque le pont remplit, on ne peut pas passer. Sincèrement, on ne peut pas passer. On est obligé de rester de l'autre côté, on manque les cours comme ça. Ça dépend alors que l'eau descend avant de partir à l'école. Bon, si la pluie est trop, on peut atteindre quelque chose de 4 heures comme ça. Soit on ne peut plus passer. Lorsque la pluie dépasse, on est obligé de retourner à la maison comme ça et on ne peut plus. On retourne à la maison. Les autorités locales disent ne pas croiser les bras. Des démarches sont menées auprès des autorités hiérarchiques et des dispositions sont prises afin de corriger la situation. Mais c'est sans compter sur la puissance de l'eau qui ne fait que dicter sa loi en dégradant davantage l'ouvrage de franchissement. Surtout même comme ils sont en train de réparer la ville un peu là. L'eau là déborde maintenant plus. L'eau là déborde plus. Avant on plairait. Mais maintenant déjà avec quelques pluies qui sont tombées, ce qu'on a vu là, c'est plus la peine. Parce que là, on voit que si c'est les grands pluies qui viennent là, ça va tout bloquer. Voilà que nos enfants sont là, qui vont à l'école. On sait que de montrer à nos préfets, mais de nous aider dans les quartiers. Parce qu'on n'a pas les moyens à faire là. Tu vois, chaque jour, chaque
pluie qui va tomber, on va toujours aller dans les environs d'Ama, derrière là, pour chercher les cailloux pour venir mettre. Si la pluie vient, ça emporte ça encore. C'est eux qui peuvent nous aider. C'est ce qu'on a vu, c'est ça qu'on s'en va les donner contre rendu. Et quand même, on est toujours là. Au regard de la situation et des risques que courent les usagers avec la période pluvieuse qui s'annonce palpitante, les habitants lancent à nouveau des cris du cœur aux autorités compétentes. Nous demandons à l'autorité de vraiment nous aider parce que nous avons besoin que le pont soit arrangé pour que nous puissions aller au cours. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour bien étudier, pour avancer. Quand le pont est rempli, on ne peut pas passer, nous demandons de l'aide, de nous aider. S'il y aura une solution par rapport au pont, on serait tellement heureux dans notre quartier. Sinon, chaque jour, quand on se réveille, c'est le souci qu'on a, c'est le souci de pont là. C'est pour le pont là ou rien. Il faut passer ça, emporter au moins 2 personnes. Avec les enfants, on a un souci, on ne sait pas quoi faire. Jusqu'à même à Webekuga, les gens quittent là-bas pour venir. C'est un seul pont là, on passe pour aller au service. C'est juste pour demander les autorités de nous aider. Sinon il y a trop de monde en haut là. Mais en attendant toute intervention, la psychose monte dans le rang des riverains. Nous restons toujours dans le nord Bénin. De source gouvernementale, une attaque a été déjouée à Kalalé. Des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans le village de Dangazi mardi 7 octobre. 2 assaillants ont été neutralisés et de matériel militaire ont été récupérés par l'armée béninoise. Cette riposte intervient après une série d'attaques contre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles dans la partie septentrionale du pays. Nous poursuivons ce bulletin d'information. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants préfèrent confier leurs secrets à leurs amis plutôt qu'à leurs parents. Manque de confiance, peur du jugement ou simplement complicité. Dans ce reportage de société, nous vous plongeons dans une réalité de plus en plus présente dans nos familles. Dans beaucoup de familles africaines, les enfants ne se confient plus vraiment à leurs parents en cas de soucis et problèmes. Les confidents sont des amis externes à la famille. Cette situation occasionne de nombreuses difficultés dans notre société. Parents et enfants en parlent. C'est les réseaux sociaux qui ont tout gâté. Et ce qui s'oublie aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à faire la lecture. Les parents aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas encore la connaissance du 21e siècle. Il y a des choses que nous voyons et que c'est comme un obstacle pour eux. Dans ce cas, on ne peut pas tout dire à les parents. Certains parents ne s'approchent pas de leurs enfants parce qu'ils se disent que les enfants d'aujourd'hui sont impolis, sont malhonnêtes ou bien si. Alors que c'est eux-mêmes qui ont fait les enfants. Donc, si les enfants sont devenus quelque chose aujourd'hui, première chose à quoi on pense, c'est les parents. Il faut d'abord la rigueur à la maison. Et il faut l'entente entre le père et la mère pour pouvoir cerner l'éducation des enfants. Papa ne va pas dire non et maman va dire oui, c'est ce que l'enfant doit faire. Pour un retour à la normale de la situation, voici des propositions. Il faut une harmonie avec les enfants. Il faut que vous preniez les enfants comme ton enfant. Il ne faut pas que tu te caches quelque chose avant. L'enfant peut quitter sa maman pour te demander ce qu'il veut. Aujourd'hui, ce que moi je voyais plutôt, même il y a des filles. Les filles viennent chez moi me demander ce qu'ils veulent. Le parent même a reçu quoi comme éducation? Déjà à l'âge de 20 ans, 21 ans, le papa même s'est déjà lancé dans l'aventure du chose là, couple. Mais le papa même n'a rien reçu comme formation. Comment il peut former son enfant? Au début, vous devez avoir l'entente entre le père et la mère. Et vous devez dire, voici comment nous devons tenir nos enfants si nous voulons que ça marche. Et cette rigueur, vous entendez sur ça. Une fois que les deux s'entendent, le père et la mère, si l'enfant fait un défaut, la maman peut sévir avant l'arrivée du papa. Quand le papa vient, il sévit encore, il appuie encore ce que la maman a fait. Ah, il va dire ah. Il aura peut dire ah, si je fais ça, maman va me taper. Et papa viendra me taper encore plus. Les gestes, le silence, les faits, autant d'éléments que les parents doivent apprendre à décoder chez leurs enfants pour créer une ambiance favorable à la communication parents-enfants.
Au Gabon, l'Union démocratique des bâtisseurs UDB a remporté une majorité très confortable lors des élections locales et législatives du 27 septembre dernier. Le Parti démocratique gabonais PDG, ancien parti au pouvoir, reste l'une des principales forces politiques du pays, mais son score est loin des résultats sahéliens qu'il réalisait lorsqu'il dirigeait le pays. Les détails et d'autres actualités hors de nos frontières sont à suivre dans cet élément. L'Union démocratique des bâtisseurs UDB, parti fondé il y a 3 mois par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, confirme aux élections locales son statut de parti au pouvoir. Il réalise un véritable raz de marée dans tout le pays. Les bâtisseurs, appellation des membres du parti, l'ont remporté haut les mains à Libreville, la capitale du Gabon, qui résistait à Omar Bongo. Il a obtenu 62 conseillers contre 27 sièges pour le PDG, l'ancien parti au pouvoir. Les résultats provisoires publiés par le ministère de l'Intérieur donnent le parti d'Oligui Nguema gagnant dans toutes les mairies et tous les départements. Le RPM d'Alessandre Barraud-Chambrier, actuel numéro 3 du régime, a arraché 10 élus. L'UDB arrive également en tête dans la ville de Port-Gentil, cité pétrolière et capitale économique du pays. Cette ville était l'une des plus fondeuses contre le régime des Bongo. Le parti d'Oligui Nguema a aussi conquis la ville de Franceville, ancien fief de la famille Bongo. L'UDB est même devant le PDG à Bongoville. Dans le nord du pays, l'UDB a réalisé des scores de 100%. Les résultats confirment l'hégémonie de l'UDB, secondé par le PDG qui est suivi par le RPM de Barraud-Chambrier. Plusieurs anciens partis n'ont rien obtenu. Ces résultats doivent être confirmés ou pas par la Cour constitutionnelle chargée du contentieux électoral. Concernant les élections législatives, également organisées le 27 septembre, le parti présidentiel est également arrivé en tête et un second tour est organisé le 11 octobre prochain. Au Mali, pour terminer, depuis quelques jours, les habitants de la capitale malienne peinent à se procurer de l'essence. Les stations-service sont débordées, certaines totalement à sec. L'origine de cette pénurie remonte à l'ouest du pays où les villes de Kayes et Nioro du Sahel sont placées sous blocus par les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans djim. Les convois de carburant régulièrement attaqués n'arrivent pas à approvisionner Bamako. Bakari Koulibaly, qui revend de l'essence dans un petit kiosque en bord de route, a dû cesser son activité. Je le cite, « Tous ces agents sont ici pour chercher du carburant. Avant, on pouvait en trouver partout, mais maintenant, même les stations n'en ont plus. » Fin de citation, explique-t-il impuissant. Face à cette situation, l'armée malienne a commencé à escorter des convois de camions sur les principaux axes reliant Bamako aux frontières du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Selon un rapport publié le mois dernier par l'Association malienne des importateurs de pétrole, plus de 100 camions-citernes ont été incendiés et ou détruits par les terroristes du djim dans le but d'asphyxier la capitale en frappant ses voies d'approvisionnement. Malgré la tension, les autorités se veulent rassurantes. Elles affirment avoir déployé des agents sur le terrain pour évaluer les stocks, suivre les dépôts et contrôler les flux des camions-citernes. Un retour à la normale est promis dans les prochains jours, selon le directeur général adjoint du commerce, de la consommation et de la concurrence. Mais pour de nombreux Bamakois, l'attente devient insupportable. Ainsi prend fin ce bulletin d'information que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Latifat Kourenou, à vous. Merci à vous, Fawzia. C'est pour nous retrouve demain, toujours dans les 2 premières rubriques de cette émission. Mais mesdames et messieurs, quant à nous, nous poursuivons cette émission. Et tout de suite, la météo du jour.
Dans la note culturelle du jour, chers amis internautes, rendez-vous après midi de Comptine à prendre samedi 11 octobre prochain à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 16h00. Comptine a chanté sur des airs musicaux sous la direction joyeuse de la bibliothécaire jeunesse, accompagnée d'un pianiste pour les enfants adhérents à partir de 5 ans. L'après-midi de Comptine facilite, chers amis internautes, l'apprentissage et permet aussi l'éveil des sens des enfants par les jeux de main et la danse. Les parents sont également autorisés à partager cette joie et la complicité des enfants. Le rendez-vous après-midi Comptine, c'est pour le samedi 11 octobre à l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou à partir de 16h00. Et tenez-vous tranquille, l'entrée, elle est juste gratuite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de nous retrouver dans votre rubrique du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous deux invités comme toujours. Nous avons donc en ligne Fidèle Sena Vaudounon, directeur de publication du quotidien L'Express. Fidèle Sena Vaudounon, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Et juste à côté, nous avons également, disons en ligne, nous avons Sylvain Azampo, analyste politique. Sylvain Azampo, bien le bonjour. Bonjour madame la journaliste, bonjour aux auditeurs et bonjour à mon vis-à-vis ou mon co-débatteur. Présidentielle de 2026, l'opposition face au défi de l'unité, c'est bel et bien la thématique de l'interview matinale d'aujourd'hui. Et Fidèle Sena Vaudounon, au sein du parti Les Démocrates, 35 candidatures ont été déclarées pour la présidentielle de 2026. Mais cette pluralité de candidatures ne soulève-t-elle pas cette question de la vision stratégique de cette formation politique? Merci beaucoup. Je pense que déjà il faut saluer dans une certaine mesure l'initiative du parti Les Démocrates qui a voulu, m'a-t-il semblé, faire les choses de façon un peu plus publique, je vais dire, parce que nous avons tendance souvent à confondre ce qui a un caractère public à ce qui est forcément transparent. Parce que autour donc justement de l'initiative des primaires, il y a, me semble-t-il encore, une sorte de voile qui empêche donc d'en juger clairement de la transparence quand on s'en tient quand même à ces discours que nous interceptons au sein même de ce parti politique-là. Et pour en revenir à votre question sur cette pluralité de candidatures, je voudrais aussi bien rester dans cette bonne foi, attribuer cela à une certaine dynamique démocratique au sein du parti les Démocrates, et souligner tout de même que les conditions justement donc de l'organisation de ces primaires-là, si on peut appeler ça primaire parce qu'il est question d'un appel à candidature, eh bien ces conditions, m'a-t-il semblé, ne permettent peut-être pas de s'attendre à ce nombre de candidatures. Oui. Et donc cela laisse présager que si les prétendants avaient eu plus de temps, eh bien peut-être qu'on en aurait une cinquantaine, voire une centaine. Je voudrais donc, comme je le disais, mettre ça sur le compte d'une certaine vitalité, mais ça pose quand même un problème. Ne pas forcément de cohésion, mais de leadership. De leadership, parce que vous savez, quand on a passé 50-10 ans à attendre de pouvoir briguer la magistrature suprême, je pourrais dire la chose de cette façon-là, je suis sûr qu'on a, durant tout ce temps d'attente, disposé du temps, pour ne pas me répéter, pour identifier le ou les leaders
capable, susceptible donc de porter l'idéal défendu pendant près de 10 ans, pour qu'on n'assiste pas à ce pléthore de candidatures déjà à l'interne et qui pourrait laisser quand même la voie à beaucoup de frustration dans les jours et semaines à venir, quand eh bien, les deux heureux élus seraient donc désignés. Donc pour moi, c'est d'abord quelque chose à saluer pour la vitalité démocratique, mais quand on prend l'histoire même du Parti Les Démocrates depuis quelques années, à l'aune donc des défis électoraux, on a comme l'impression que le leadership est encore en souffrance au sein de ce parti-là, et que si le leadership avait été quand même la tasse de thé de ce parti, on n'en serait pas arrivé à ce pléthore de candidatures, c'est-à-dire que les heureux élus ou les heureux élus auraient été déjà identifiés depuis, parce que je l'ai dit déjà depuis la désignation du duo de la majorité présidentielle, que ce qui compte souvent dans ces cas de figure, ce n'est pas la désignation du candidat, ce n'est pas la forme de la désignation, mais c'est la façon dont le ou les leaders gèrent l'après-désignation de façon à ce que tout le monde soit d'accord. Alors, et c'est ce qui est en train de marcher actuellement à la majorité. J'attends de voir ce que ça donnerait au sein de cette opposition, mais les signaux ne sont pas déjà si bons que ça. Si bons que ça. Sylvain Azankpo, et quant à vous, estimez-vous aussi que cette pluralité, où il y a un problème déjà de leadership qui s'observe déjà avec cette pluralité de candidatures qui s'observe au sein du Parti Les Démocrates? Merci beaucoup, madame. Merci pour cette question. J'ai bien aimé les propos de mon vis-à-vis qui y voit une certaine avancée démocratique au sein des partis politiques et en même temps qui émet ses doutes ou ses réserves. Alors, je vais partir d'abord de l'idée selon laquelle, d'abord, que quand vous parlez d'unité, l'unité de l'opposition n'est possible. Je vais vous faire, excusez-moi de vous faire un peu la théorie pour revenir à votre question. Donc, la question de l'unité de l'opposition n'est possible que dans des contextes de système bipartisan ou bipolarisant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous attendez à ce que l'opposition s'entende pour aller aux élections, ne pensez pas que cette unité est possible si on est dans un système multipartisan et de pluralité de partis politiques d'opposition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans un contexte où nous avons plusieurs partis, 1, 2, 3, 4 partis d'opposition, et c'est le cas généralement en Afrique. Quand c'est comme ça, n'attendez pas qu'il y ait une unité dans l'opposition pour affronter la mouvance. Très bien. Maintenant, puisqu'il y a ce qu'on appelle le choc des intérêts qui va s'installer, qui va faire son comeback au sein des partis politiques de la mouvance, vous allez voir, il y a une bonne partie peut-être qui va faire le jeu de l'adversaire ou bien des adversaires de l'opposition. Et après, vous allez voir, ils seront les premiers à être candidats à la candidature au sein des partis de l'opposition, alors qu'ils sont en mission. Très bien. Si vous n'avez pas ce cas, vous avez aussi des cas où il y a une grande formation politique, telle que c'est le cas des démocrates maintenant. Une grande formation politique de l'opposition qui aspire à aller et diriger le pouvoir d'État. Quand c'est comme ça, à l'intérieur de ce même parti, il doit y avoir ce qu'on appelle l'expression des convictions personnelles. Puisque le parti politique en lui-même est d'abord l'expression de l'agrégation des intérêts. Et donc, sur ce champ, vous allez voir qu'il y a à l'intérieur beaucoup. Moi, je n'étais pas étonné quand j'ai entendu qu'il y a 34 prétendants. Je n'étais pas étonné. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de cette formation politique qui, n'oublions pas, veut jouer un rôle déterminant dans l'alternance en vue en 2026. Et donc, il doit y avoir beaucoup d'ambition au sein, à l'intérieur de ce parti politique. Alors, la première des choses que moi je vais relever, qui soit positif, c'est que ça remet, je vais dire, sur à table, ce que nous avons toujours dénoncé, nous les scientifiques, à savoir qu'il y a une forme de patronat
patronage, une forme de patronage, oui, une forme de patronage de clientéliste qui s'observe au sein des partis politiques, qui empêche les ambitions de s'exprimer et que des choix soient opérés au sein de ces ambitions déclarées. Et donc, il faut saluer, je dis bien, il faut saluer ce qui se passe au niveau du Parti Les Démocrates. Maintenant, là où ça va faire mal, c'est que lorsqu'il va prévaloir, en fin des comptes, lorsqu'il va prévaloir un certain consensus autour de quelqu'un ou bien d'un duo, alors que les autres se plient, alors à quoi? Au jeu démocratique au sein du parti pour qu'on assiste pas. C'est vrai, on ne peut pas imaginer les scènes des partis politiques sans avoir des dissidents. Ça s'est passé en 2023, vous avez vu, ça s'est passé au Nigeria tout précis. Au moment où on attendait que Peter Obi reste dans les rangs du PDP pour se soumettre à la volonté de la Convention nationale du PDP, pour pouvoir prendre le pouvoir, arracher le pouvoir à l'APC, Peter Obi, il s'est retiré de la course et puis il est allé vers le parti travailliste. C'est comme ça. Donc, ce que nous allons dire ici, c'est que l'enjeu, ou bien les enjeux de l'élection présidentielle de 2026 doivent amener ceux qui seront déclarés vaincus au sein du Parti Les Démocrates à se plier au jeu démocratique de la majorité et accompagner alors le candidat qui sera investi, candidat de l'opposition. À vous entendre, hein, cette pluralité n'est pas le signe d'un leadership qui serait en crise ou bien le malaise d'un leadership au sein du parti. Non, du tout pas. Je vais vous surprendre, madame. Je vais vous surprendre. Tenez-vous tranquille. Il peut y avoir des gens. Je disais hier à une radio de la place qui me posait la question de savoir, mais pourquoi on demande aux gens, aux candidats, aux prétendants, de verser 25 millions et puis après on va leur retourner par exemple 20 millions. Vous ne savez pas que peut-être ça peut être une stratégie alors de mobilisation de fonds à l'interne au sein du parti pour leur permettre d'avoir un fonds qui va servir à soutenir le candidat qui sera désigné. Alors, donc moi je suis contre ceux qui pensent que c'est une question de leadership au sein du parti quand on voit 34 prétendants. C'est même peu, madame, si l'on veut laisser à la démocratie de s'exprimer au sein des partis politiques, vous croyez, je vous mets au défi de me dire avec certitude que si la mouvance, je prends l'UPR tout simplement, si l'UPR ouvre la possibilité de primaire en son sein au profit des militants, je vous mets au défi de me dire si vous n'aurez pas une centaine de candidatures. Alors, fidèle Sénat Vaudouno, hein, à vous entendre, hein, les deux débatteurs de cette rubrique, hein, c'est un bon signal hein, que le bon fonctionnement de la démocratie au sein du parti de l'opposition. Mais le chef du parti, hein, Yahi Boni, n'est quand même pas épargné hein, d'un risque de division au sein du parti avec cette pluralité de candidatures. On a connu une opposition qui n'est pas vraiment unie en son sein depuis quelques années au Bénin. Moi, je voudrais d'abord nuancer parce que vous semblez là m'attribuer une affirmation d'office de ce que c'est simplement l'effet d'une vitalité démocratique. Non, j'ai nuancé pour montrer que je reste quand même dans une posture de bonne foi. Cela ne m'empêche pas, cela ne m'a pas empêché de relever que, eh bien, la forme de cette désignation, le processus pose d'énormes problèmes. Je voudrais sortir des sentiers théoriques pour être vraiment dans la pratique, à l'image de ce que nous vivons au Bénin depuis quelques années. Et soit dit en passant, s'il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des tentatives de regroupement au sein de l'opposition au-delà de l'aide démocrate. Qui n'ont pas véritablement fonctionné. Vous avez vu des revirements ces derniers temps au sein donc, de ce qu'on a pu appeler cadre de concertation de l'opposition. Donc c'est très dynamique de ce côté-là. Ce n'est pas toujours une question de vitalité. Mais là, pour en revenir à la forme même de cette forme de primaire, si je peux le dire ainsi, il y a beaucoup à dire. Parce que quand on en parle, c'est un peu comme si, bon voilà, on a eu à dégager des délégués, je ne sais pas, communaux ou départementaux
qui ont dû donc être mandatés par les électeurs à la base et qui sont allés justement pour voter pour X ou Y. Non, il s'est agi d'ambitions personnelles qui ont été exprimées. Mais en amont, le parti n'a pas encore parlé de la forme que prendra justement la désignation, puisqu'il y a une commission qui a été mise en place. Et nous avons eu quand même un certain nombre d'informations liées à cette commission. Nous avons eu des informations sur les membres qui ont dû être remplacés à la dernière minute parce qu'on soupçonnerait une certaine inclinaison en faveur de tel ou tel candidat. Donc, c'est dire que déjà la commission, dans sa mode de désignation, souffrait déjà d'une certaine crédibilité, souffrait déjà d'une certaine transparence qu'on devrait accorder à une telle commission. Mais passé cette étape-là, nous avons vu les conditions qui ont été élevées pour justement permettre aux uns et aux autres de répondre à cet appel à candidature-là. Et je pense que ces conditions-là restent aussi à être vérifiées dans leur faisabilité. Oui. On a parlé de chèques de 5 millions puis de 20 millions. On saura bien ce qu'il en sera si effectivement le parti engrange les 170 millions pour sa cagnotte, dit-on, pour les campagnes présidentielles. On en saura un peu plus. Donc, pour moi, il est encore trop tôt d'affirmer d'emblée que c'est une forme d'expression démocratique, c'est une forme d'expression de transparence. Non, pour moi, c'est encore trop tôt. D'autant plus que la commission a été beaucoup plus, je voudrais bien avoir la preuve du contraire, une certaine volonté du leader du parti, et il y a eu beaucoup de manœuvres derrière la mise en place de cette commission-là et des membres, donc je veux dire de façon précise de cette commission-là. Donc on attend de voir sur quel baromètre ils vont apprécier la candidature des uns et des autres pour nous dégager le ticket gagnant. Donc, la question de la démocratie, si nous restons sur ces principes de base en termes donc de gouvernance par le peuple et pour le peuple, eh bien, je crois que nous sommes encore très loin du compte au sein du Parti des démocrates pour le moment, parce que je ne sais pas si effectivement il y aura une certaine délégation d'électeurs pour justement procéder à la désignation du duo candidat à l'aune, bien évidemment, des 35 candidatures dont une a dû être retirée après. Oui. Donc pour moi, l'enjeu démocratique reste entier et que je reste toujours sur ma soif. Ce que j'ai mis comme opinion à l'entame reste donc une supposition de bonne foi, mais il y a beaucoup d'éléments d'appréciation et en arrière-plan qui ne permettent pas véritablement de militer en faveur de cette expression démocratique. Et dans ce cas, Yahi Boni n'est pas épargné d'un risque de division au sein de son parti. La division a existé de tout temps au sein du Parti des démocrates. Il faut que nous appelons un chat un chat. La division a existé de tout temps au sein du Parti démocrate. Vous me direz peut-être comme dans n'importe quelle autre formation politique. Mais la situation au sein du Parti des démocrates est telle qu'aujourd'hui, le président Boni Yahi n'a pas forcément le charisme, l'onde d'influence, d'accord, qui permettrait, par exemple, de canaliser les exercions de pouvoir en imposer aux uns aux autres pour le règne de cette cohésion-là, comme c'est le cas actuellement au sein donc de la majorité présidentielle, où d'ordinaire, à la veille de grands enjeux électoraux comme ça, c'est la saison des chantages et de tout ce que nous connaissons. Mais bizarrement, on sent quand même une certaine cohésion, on sent quand même une certaine discipline aujourd'hui au sein de cette majorité. Ça n'a jamais été le cas au sein du Parti des démocrates. Vous vous souvenez quand même de ce que nous avons pu traverser avec les pro-Moundété, les pro-Adjadé, le président Yahi Boni lui-même qui apparemment semble être plus enclin à supporter les uns d'un côté que les autres. Et vous savez, les démocrates, c'est quand même pas le ciel, c'est des hommes, des femmes que nous connaissons et qui, devant certains ras-le-bol, expriment aussi leur désenchantement. Donc, moi, je reste toujours sur ma faim, sur la qualité, justement, de cette désignation qui va s'opérer, si tant est qu'on voudrait s'attacher, aux normes démocratiques
eh bien, je pense que si c'est vraiment ça, la mesure, si c'est vraiment la démocratie, le critère, nous n'y sommes pas encore. Peut-être que demain, on aura d'autres éléments d'appréciation. Alors, Sylvia Azankpo, c'est toujours bien d'observer une certaine vitalité au sein de l'opposition, mais la question principale, elle demeure, hein, ce parti ou les membres de l'opposition réussiront-ils à la fin à s'unir ou à maintenir une certaine cohésion autour du duo qui sera choisi en définitif? Merci madame. Et excusez-moi, vous n'avez pas perçu ce que j'avais dit tout à l'heure. Si vous parlez d'unité de l'opposition, vous n'aurez jamais ça. Alors, donc, je pèse bien mes mots. Une certaine unicité est donc impossible. De l'opposition, vous n'aurez jamais ça. Ce qu'il faut demander, ce dont il faut prier à avoir, c'est que lorsque la démocratie va prévaloir dans la désignation du duo, au sein du parti, du plus grand parti de l'opposition, les démocrates, il faut que les autres ambitions, c'est un souhait, et je vous ai dit tout à l'heure, que même dans les grandes démocraties, vous allez voir, il y a toujours des gens qui se sentent frustrés et qui vont contester le choix. Mais, alors, je vais en profiter pour dire quelque chose tout à l'heure. J'ai déjà entendu qu'on parle, on remet en cause un peu la procédure. Vous savez, bon, nous sommes des chercheurs, on essaie un peu de voir. Si vous prenez le statut du Parti des démocrates, s'il vous plaît, pour ceux qui parlent de la procédure, comment ils ont désigné, voilà. Quand vous prenez leur statut, allez directement aux articles 28, 29 et 30. Vous verrez bien que le statut prévoit, c'est pourquoi je dis c'est ce que nous souhaitons, que nous ne vivions plus ce que nous avons vu dans la mouvance où bien on dit bon, on remercie le président de tel parti parce que il a cédé, il a laissé ses intérêts personnels et puis voilà, il a opté pour l'unité. Non, le statut prévoit que le Conseil national réuni en son sein en une session extraordinaire désigne le duo et cette décision qui sera prise au Conseil national et dans la composition du Conseil national, tenez-vous tranquille, il y a des sensibilités qui ont été définies qui doivent être représentées. Et donc, il faut tout conformément, moi j'ai l'œil sur eux parce que j'ai un papier que je suis en train de préparer à écrire sur eux. Donc, j'ai l'œil sur eux. Donc, ils font tout dans la légalité conformément à ce que prévoit le statut. Et donc, moi, ce que je souhaite, pour ceux qui pensent que ce n'est pas de la vitalité, oui, c'est un élément fondamental dans l'étude, l'analyse de la démocratie interne des partis politiques. Et il faut le souhaiter pour les autres partis politiques. Et là, je vais demander à tous ceux qui ne seront pas retenus de se plier, comme le dit l'article 29 de leur statut et l'article 30 de leur statut, que ceux qui ne seront pas retenus soutiennent le candidat qui sera désigné, même si je sais qu'il n'aura pas, voilà, ce vœu ne sera pas entendu à 100%. Merci. Alors, fidèle Sénat Vodounon, Sylvia Azankpo a été clair, hein, l'unité n'existe pas dans l'opposition. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Je vais vous aider peut-être faire la petite nuance entre unité et cohésion. La petite nuance entre unité et cohésion afin peut-être d'apporter l'eau au moulin de ceux qui veulent croire en cette démocratie interne qui apparemment n'a jamais existé et n'existera pas. Parce que si cette démocratie existait, eh bien, il ne sera pas forcément question pour ceux qui ne seraient pas retenus de se soumettre outre mesure ou donc de laisser tomber, comme on le dit vulgairement, mais ils n'auront de choix justement que d'accepter le dictat de la démocratie. C'est aussi cela, la démocratie. Ouais. Mais ce qu'on observe, là, et il ne vous a pas échappé que ce n'est pas avant-hier que les démocrates ont disposé ou disposent de leur statut. Vous avez pu observer ce qui s'est passé lors des dernières présidentielle. Oui. Vous avez vu dans quelles conditions les choses se sont opérées. Peut-être qu'entre-temps, les démocrates a voulu cette fois-ci rester dans des sentiers scientifiques parce
parce que là, on parle beaucoup plus de science. Mais moi, je voudrais rester dans la réalité des choses pour avoir vu les gens faire il y a quelques années, pour les voir, pour être en train de les voir aujourd'hui en train de faire selon une certaine manière de faire. Le Conseil national extraordinaire en question, par exemple, moi j'attends de voir ce conseil-là et de voir ceux qui vont y siéger. Parce que vous avez vu quand même dans la liste de candidats à la candidature, les figures qui figurent, si je peux me répéter ainsi. Vous avez vu que on a quand même une bonne flopée de personnalités au sein de ce fameux conseil qui se retrouve quand même candidats, sans oublier le statut de député, entre autres. Ça fait un imbroglio qui ne dit pas son nom. Et moi, je ne voudrais pas être naïf en disant, ben voilà, des gens qui sont en train de faire les choses selon le règlement intérieur ou selon leur statut et que tout va bien. Non, nous sommes en politique et vous semblez ignorer bien le poids du président Boni Yahi dans tout ce qui est en train de s'opérer. Vous semblez ignorer cela parce que je voudrais savoir, eh bien, quand ce conseil siégera, quel sera le mode de désignation? Comment ça va se faire? Je confesse, je n'ai pas le règlement intérieur encore, moi, les statuts du Parti des démocrates sous la main, mais je voudrais tout simplement être rassuré dans les jours et semaines à venir de ce que, eh bien, il y aurait eu une élection, que des délégués à cette fameuse session extraordinaire vont voter. Et que ça va être en toute transparence. Je ne veux pas être dans la naïveté, pas du tout. Mais pour ce que j'ai vu, jusque là où nous sommes tout de suite, parce que moi, ma matière, c'est les faits, eh bien, les démocrates n'ont jamais, les responsables du Parti démocrate n'ont jamais donné la preuve de cette démocratie qu'on est en train de nous vendre là, dans les conditions qu'on connaît, parce qu'on connaît la façon dont cette commission-là, ce comité a été mis en place. Et dans les jours à venir, nous verrons encore d'autres détails par rapport à la position des uns et des autres en étant candidats. Donc, pour moi, le problème de l'unité et aussi de cohésion se pose avec acuité et dans son entièreté, dans leur entièreté. Parce que tout simplement, le leadership au sein du parti aujourd'hui est en train de se cristalliser autour d'une personne, en la personne du président Boni Yahi, et en train d'alimenter justement des foyers de tension, des foyers de chagrin autour de sa personne. Et nous avons vu que cela n'a pas manqué de transparaître dans les candidatures que nous observons aujourd'hui. Et je finirai en attirant votre attention sur le fait qu'aujourd'hui nous avons 35 ou finalement 34 candidats et nous n'avons pas une seule femme dedans. Et je ne sais pas si c'est les choses qui se sont imposées de la sorte et si éventuellement nous aurons peut-être une candidature féminine en retard, serait-ce que pour équilibrer les choses, et je ne sais vraiment pas. Bon, moi j'ai fait une tribune là-dessus ce matin pour me demander véritablement si bon voilà LD a signé justement son statut et on devrait s'en tenir à ça. Pardon? La clôture a été déjà faite, ce n'est plus possible d'avoir d'autres candidatures, fidèle Sénat Boudounon. Alors, madame, si vous avez des ambitions présidentielles, n'allez pas à LD alors. alors, Sylvain Adjambo, que dites-vous de votre côté de ce comité d'études qui a été installé quand même pour étudier les différents dossiers de candidature? Merci madame. Je crois que le comité qui a été installé, moi je n'ai pas à m'appesantir ou bien à surfer sur comment ça a été mis en place. Ça, c'est une cuisine interne au parti. S'ils ont mal fait, ça va exploser. Sur la il n'y a rien à faire, ça va exploser. On est là pour constater les dégâts, pour constater les faits. Moi, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est que, est-ce qu'il y aura une transparence dans cette désignation? Si oui, on attend de voir. Sinon, le parti va subir les conséquences. On va constater les conséquences. Tant mieux, tant mieux. Alors, le Conseil national dont on parle, pour la question de savoir comment le duo sera désigné, non, le statut est clair. Moi je parle selon ce que je lis, ce que j'ai lu. Le statut
statut est clair. Rassurez-nous, vous n'êtes pas un opposant, vous n'êtes pas un démocrate. Hein? Non, mais moi je vous ai dit que moi je fais des travail sur les partis politiques au Bénin. Moi je travaille sur les partis politiques. Si vous me posez la même question sur la mouvance, je vais vous dire ce que j'en sais. Il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est tout. Moi j'ai lu le statut. Ce que le statut dit, c'est ça que je suis en train de vous livrer. Et donc, lorsque le conseil va se réunir, le conseil national va se réunir, alors on va voir, le samedi n'est pas loin. Moi, je ne suis pas journaliste. Excusez-moi le terme. Je ne suis pas journaliste pour prédire ou bien pour me mettre. Non, je suis le scientifique. Il observe aussi une certaine objectivité, voilà, dans ces analyses. Donc, moi, je suis là pour constater. Lorsqu'on va constater ce qui sera fait, alors on est là encore pour analyser. Pour le moment, ce qui a été fait, ça relève du pouvoir de décision à l'interne du parti selon leur statut interne. C'est tout. Donc, en tant que scientifique, hein, vous n'êtes pas journaliste, hein, en tant que scientifique, quand vous voyez un peu les candidatures, on voit même des députés qui n'ont pas manqué de poser également leur candidature. Voilà, le problème d'auto-parrainage n'est plus à craindre à leur niveau. Mais quand vous voyez un peu les différentes personnalités qui ont posé leur candidature, qui voyez-vous capable en tant que analyste, en tant que scientifique, qui voyez-vous capable de fédérer toutes les forces de l'opposition et de porter les couleurs du parti, les démocrates? Votre question m'a fait rire. On dirait que vous ne voulez pas comprendre que le duo qui sera désigné ne va pas forcément fédérer, je vais dire, les autres ambitions ou bien les autres convictions ou bien les autres intérêts désagrégés. Non, il n'y aura pas. Il y aura toujours des frustrés. Les frustrés peuvent partir, les frustrés peuvent rester. Oui. D'accord, il n'y aura pas de fédération, mais qui voyez-vous? Maintenant, quand on observe ceux qui ont fait acte de candidature à l'investiture du duo candidat du Parti des démocrates, mais c'est une pluralité de personnages. Il y en a qui ont pour eux seuls le statut de technocrate ou bien de politique. Mais c'est à leur sein. Moi, je ne suis pas membre du parti, donc ils vont voir entre eux qui sera capable et qu'ils fassent attention à ce que j'ai appelé le piège de la technocratie. L'histoire du Bénin en dit long. Qu'ils fassent attention, ça c'est un conseil que je leur donne, qu'ils fassent attention au piège de la technocratie. Je ne dirai pas plus. Fidèle, c'est dans votre nom pour terminer. Je voudrais garder la tête sur les épaules pour constater une fois de plus que, eh bien, on parle de fonctionnement interne du Parti des démocrates. Je suis tout à fait d'accord. Le statut, le règlement intérieur, c'est du fonctionnement interne du parti. Et si nous devons appliquer par parallélisme, et ça c'est purement scientifique, les critères d'appréciation de leur mode de désignation de leur candidat, en restant collé à ce fonctionnement interne, on devrait pouvoir faire la même chose en appréciant la procédure de mise en place du comité ou de la commission qui apprécie les candidatures. Donc nous sommes tout à fait d'accord, M. Azampo et moi, que c'est du fonctionnement interne qu'il s'agit, mais il faudra quand même reconnaître que les mêmes principes qui s'appliquent quand ils analysent quand même la question donc des candidatures devrait s'appliquer dans la désignation des membres de cette commission si nous restons dans les principes démocratiques. Cela dit, je voudrais constater aussi que cette opposition-là dont nous parlons n'est plus une opposition plurielle. L'opposition plurielle, c'était donc le cadre de concertation où on avait quand même les démocrates, les nouvelles forces nationales, MPL, GSR, le canton de la républicaine, le mouvement Nous le ferons de M. Daniel Ida qui dernièrement s'est rallié à l'aide démocrate. Donc c'est un fourre-tout. Il faut pas qu'on s'y méprenne. C'est un fourre-tout. Mais aujourd'hui, là, quand nous parlons d'opposition et que nous intégrons les autres, d'accord, nous intégrons les autres et que nous voudrions parler d'unité et de cohésion, mais on pourrait quand même justement tabler là-dessus par rapport à l'aide démocrate, qui en réalité n'est qu'une entité parmi les autres entités de l'opposition et où cette entité dans son unité devrait pouvoir assurer une certaine unité, une certaine cohésion. Là, je reste quand même formel là-dessus. Donc, dans cette dynamique-là,
dire que, bon voilà, l'opposition ne pourrait pas ou ne peut jamais être unie. Non, je parle plutôt de discipline de groupe, je parle de cohésion du groupe et c'est des principes démocratiques aussi et c'est ce que nous avons pu observer au sein donc, de la mouvance présidentielle jusque-là. Cela ne voudrait pas dire forcément que tout le monde est content, mais tout le monde se plie. C'est ça la démocratie en réalité aussi. Et les choses peuvent changer encore. Par la majorité, on se plie. Ça devrait pouvoir s'appliquer à LD qui est aujourd'hui en unicité d'opposition, puisque le grand groupe du cadre de concertation qu'on nous a présenté entre-temps semble de plus en plus, c'est pas isolé. Et donc, le parti LD est assez seul aujourd'hui pour nous assurer cette unité, cette cohésion-là. Et c'est pas justifier l'absence de cette unité, de cette cohésion par des principes démocratiques me semble un peu biaisé. Merci. Merci à vous, fidèle Sénat Vaudouno. Sylvain Azanpo, en 30 secondes pour terminer, s'il vous plaît. 30 secondes. Nous sommes à la fin. Merci madame, je réitère mes vœux pour le parti Les Démocrates de nous surprendre une fois dans l'histoire du Bénin, de nous surprendre et de nous sortir lors de leur conseil national le samedi prochain, de nous surprendre en nous présentant un duo candidat où les autres perdants, les autres vaincus vont se rallier et battre campagne au profit de l'intérêt du parti et de l'intérêt de ceux pour qui ils représentent des intérêts. Merci beaucoup. Merci à vous Sylvain Azanpo. Mesdames et messieurs, présidentielle de 2026, l'opposition face au défi de l'unité. C'était donc avec nos débatteurs Sylvain Azanpo, analyste politique, fidèle Sénat Vaudouno, directeur de publication du quotidien Livre Express. Tout le plaisir était donc pour nous d'être à vos côtés. Et après l'interview matinale, chers amis internautes, je vous invite à présent à suivre la revue de presse de ce mercredi 8 octobre 2025 avec Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Le débat sur l'autoparrainage a refait surface. 5 juristes attaquent la Commission électorale nationale autonome Sénat devant la Cour constitutionnelle. L'information est rapportée par Bénin Intelligent qui souligne que pour ces juristes, le législateur béninois n'a jamais prévu une possibilité d'autoparrainage. Le recours déposé hier, mardi 7 octobre, conteste avec virulence l'interprétation jugée contraire à l'esprit et à la lettre du code électoral avancée publiquement par le directeur général des élections de la Sénat. Ce dernier avait affirmé que si l'on peut voter pour soi-même, l'on peut se parrainer, rapporte l'apparition. Pour les juristes, le parrainage est par essence extérieur au parrain comme le stipule l'article 132 du Code électoral modifié en mars 2024. Ils dénoncent alors une confusion entre le vote et le parrainage, ce dernier étant un mécanisme de légitimation qui doit nécessairement provenir d'un tiers. Bénin Intelligent souligne que cette affaire pourrait profondément impacter la présidentielle à venir. Car l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, qui ne dispose que de 28 élus, serait dans l'impossibilité de présenter un député comme candidat si l'autoparrainage est invalidé. La Cour constitutionnelle pourrait d'ailleurs se prononcer sur la question le 9 octobre prochain, c'est-à-dire demain, renseigne le journal. Or, le parti Les Démocrates, dirigé par l'ancien président Boni Yayi, s'apprête à dévoiler son duo candidat le 11 octobre prochain, rappelle Bénin Intelligent. Parlant justement du duo candidat des démocrates, 34 prétendants ont été enregistrés pour un seul ticket présidentiel, renseigne le leader du jour. L'information est confirmée par le Télégramme qui publie d'ailleurs, tout comme l'événement précis et les 4 vérités, l'intégralité de la liste des noms de ces personnalités candidates à la candidature au sein du parti Les Démocrates. Le Télégramme note la présence d'un pasteur, de 2 avocats et de plusieurs députés sur la liste. Le pays émergent rapporte entre autres noms publiés par Banuto
Diallo, Eric Kondete, Nouroudine Saka Saleh, Daniel Eda, Nathaniel Kiti, Kamel Biosika Wasangari, Elvis Abou, Nourenou Achade, Renou Agbojo, Eric Adja, Guy Dossou Mitokpe, Valentin Agon, Kondé Sounon, Moïse Kerekou, Florent Natabou, Biosawe Yakoubou, Nazet Tama et bien d'autres figures politiques de l'opposition. Le Télégramme note par ailleurs l'absence d'une candidature féminine. Cependant, Adiatia News rapporte que le parti a entamé depuis hier, mardi, la phase d'entretien avec les prétendants à la candidature. Une étape décisive dans le choix du duo candidat souligne le journal. En effet, après la clôture du dépôt des candidatures le 4 octobre dernier, la commission chargée de la sélection a lancé ce mardi une série d'entretiens avec les prétendants au ticket présidentiel. Il vise, selon Adiatia News, à évaluer en profondeur les capacités de chaque candidat à porter la vision du parti et à répondre aux enjeux majeurs qui marqueront la campagne électorale. Ces entretiens permettront d'apprécier plusieurs dimensions essentielles, notamment la maîtrise par les candidats des problématiques du parti, la cohérence de leur projet de société avec la ligne politique du parti dirigé par Boni Yayi, ainsi que leur capacité à mobiliser les ressources humaines, financières nécessaires à une campagne d'envergure nationale. Ce n'est qu'au terme de cette phase d'audition, qui devrait s'étaler sur plusieurs jours, que la commission soumettra à la direction du parti une sélection de duo candidats colistiers, précise le journal. Selon Adiatia News, les instances dirigeantes des démocrates auront alors la responsabilité de valider le binôme final ou le cas échéant de procéder à des ajustements. L'investiture officielle du ticket présidentiel est donc programmée pour le 11 octobre 2025, date à laquelle les démocrates présenteront publiquement leur champion Issa Colistier, Rousseau Colistier, pour la présidentielle de 2026, conclut le journal. Et pendant que le processus de désignation du duo candidat se poursuit au sein du parti Les Démocrates, Dakba Sossou implore Boni Yayi de renoncer à la désignation du duo de l'opposition, rapporte Onugbo. Le patriote fait observer que depuis quelques mois, le député à l'Assemblée nationale Dakba Sossou multiplie les maladresses publiques avec une régularité qui met à mal le climat politique au Bénin. Pour la dernière, le coutumier des propos à polémique demandait pardon à Boni Yayi de ne pas désigner un duo de candidats pour la présidentielle afin de permettre au Mono d'avoir aussi un président de la République. Le journal Onugbo se demande alors si le député à l'Assemblée nationale aurait senti la défaite du candidat Wadaï. Ces propos, à la fois régionalistes et incendiaires, doivent amener l'ancien maire de Lokossa à se taire pour une fois de bon, souligne le patriote. Car les propos de Dakba Sossou pénalisent son candidat, conclut la publication. Dans la suite de cette revue de presse, la boussole et les télégrammes reviennent sur l'affaire de l'ancien directeur général de la police, Louis-Philippe Oundegno, poursuivi pour harcèlement électronique et incitation à la rébellion. Malgré ses excuses publiques et sa posture jugée sincère de repentance, la Criette a décidé lors de l'audition du 6 octobre 2025 de maintenir sa détention préventive, renseignent les publications. L'ancien patron de la sécurité publique, qui espérait une liberté provisoire en raison de son état de santé et de sa coopération, a vu sa requête rejetée. La Cour estime que son maintien en prison reste nécessaire au bon déroulement de la procédure, rapporte la boussole. Le procès en appel se poursuit avec une nouvelle audience prévue le 20 octobre pour l'examen des enregistrements audio de ces déclarations médiatiques, soulignent les quotidiens. En attendant, cette décision divise l'opinion entre partisans d'une justice rigoureuse et ceux qui plaident pour plus d'humanité à l'égard de l'ancien haut gradé, conclut la boussole. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les quotidiens ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à prendre demain, toujours avec le même plaisir. Et surtout, comme le dit James Dyson, appréciez d'échouer et apprenez de l'échec parce que on n'apprend rien de ses succès. À très vite.